J'aimerais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a un peu plus de 10 ans, qui vient d'être publiée dans les dernières années, 98 à maintenant. Ce n'est pas encore très connu, il y a juste un petit noyau de scientifiques qui sont au courant de cette découverte, qui est d'importance car elle touche à un principe vital. Alors, qui dit principe vital, dit survie. On sait qu'il faut boire, il faut manger, il faut dormir pour survivre. On sait aussi qu'il faut savoir manger, savoir boire et savoir dormir pour mieux vivre. Or, cette découverte touche un principe vital qui est complètement ignoré de nos civilisations actuelles. Or, c'était connu autrefois dans les civilisations qui étaient pourtant des civilisations un peu barbares, où il semble que ce principe servait à une meilleure survie. Ça ne veut pas dire qu'elle servait à bien vivre, mais qu'elle servait tout au moins à une meilleure survie. Ce principe vital touche le rêve. Et voilà que la science peut rejoindre quelque chose qui touche à l'imaginaire, dont mon ami Philippe Bobola vous a parlé, et qui touche aussi à la poésie, à l'art. La science rejoindrait par un principe vital quelque chose qui est très profond en nous et que nous ignorons. Alors, d'où vient cette relation entre un principe vital et la science? Tout part d'une propriété du temps. Alors tout le monde a entendu parler de la relativité du temps, Einstein, E égale mc2, la bombe atomique, tout ça, c'est connu, pas dans les détails. Mais disons que personne ignore cette relativité du temps, et pourtant tout le monde ignore d'où ça vient, à quoi ça sert pour l'homme. Si une propriété physique ne sert pas à l'homme, alors cette propriété n'existe pas. Toute propriété physique sert en premier l'homme, son environnement, son temps et son espace. Alors ce temps, cette relativité, je vais en dire juste un petit mot, non pas pour paraître savant, ni pour vous rendre savant, mais simplement pour vous montrer que c'est une propriété très intéressante. À savoir, prenez deux jumeaux, l'un qui reste sur Terre et l'autre qui part dans une fusée. Mais il va partir dans une fusée un peu spéciale qui va aller à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. S'il part avec une vitesse qui est de 15 km par seconde, en dessous de la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde, s'il voyage pendant 20 ans, quand il revient sur Terre, il s'est écoulé 2000 ans. Vous imaginez un contemporain de Jésus qui partirait ainsi, qui aurait 20 ans, qui reviendrait, il aurait 40 ans, il faudrait qu'il connaisse tout d'un coup 2000 ans de vie sur Terre. Vous voyez donc que cette histoire de relativité est vraiment très très importante. Or, dans la vie courante, dans notre quotidien, nous ne voyons pas du tout le lien entre cette propriété et notre vie. Alors ça a fait dire à des scientifiques que c'était une utopie, c'était une théorie qui n'avait aucune réalité. Or, avec des expériences faites en 1972 par deux scientifiques, Affley et Keating, on a pu mettre en évidence cette propriété, à savoir que nous disposions d'horloges atomiques très précises, donnant le milliardième de seconde. Donc nous pouvons utiliser cet appareillage dans un avion qui tourne autour de la Terre, pendant qu'une autre horloge reste sur Terre. On le fait tourner dans le sens de rotation de la Terre, puis dans le sens inverse de la rotation de la Terre, pour pouvoir mesurer en suivant deux accélérations différentes de l'avion qui bénéficient dans un sens de l'accélération du mouvement de la Terre et qui, au contraire, est contrariée dans l'autre sens. Tout ça parce que cette relativité du temps est en fait liée à une différence d'accélération entre les deux observateurs, entre les deux jumeaux, celui qui reste sur Terre et celui qui part dans sa fusée. S'il n'y avait pas d'accélération, il n'y aurait pas de différence de temps. Seule l'accélération, il en faut une pour quitter la Terre à la vitesse de la lumière, et la décélération pour revenir, permet cette différence de temps. Donc, en faisant une expérience avec un avion qui part dans le sens de rotation de la Terre ou dans le sens inverse, nous voyons des différences d'accélération et de ce fait, nous pouvons mesurer. En 1972, la démonstration a été faite
273 milliardièmes de seconde avait été la différence de temps entre celui qui restait sur Terre, celui qui partait dans l'avion, et il y avait 3 milliardièmes de seconde d'écart entre les deux voyages, l'un dans le sens de rotation et l'autre dans le sens inverse. Donc depuis 1972, cette histoire de relativité est parfaitement établie. Deux jumeaux qui voyagent à des vitesses différentes sont obligés de vivre un temps différent. Ça veut dire aussi que, par exemple, si je vous quitte là en ce moment, je pars, je sors et je reviens, même que ma vitesse évidemment sera très très faible, mais j'aurai vieilli différemment. Alors évidemment, ce n'est pas sensible, puisque si vous prenez l'expérience d'Apollo, le voyage sur la Lune, les astronautes qui sont partis ont une différence de temps de l'ordre de la seconde. Donc vous voyez que ce n'est pas très mesurable. Mais tout cela pour vous dire que cette différenciation de temps existe. Alors d'où vient-elle? Eh bien, cela vient d'une propriété du temps qui n'est pas du tout continu. Nous imaginons un flux du temps continu, or c'est une succession de gouttes de temps séparées par du vide. La matière est pleine de vide, nous le savons. Si nous prenions l'humanité entière et supprimons le vide, l'humanité entière est un petit poids. Nous savons aussi que l'espace est plein de vide. Il y a quand même des millions de kilomètres qui nous séparent des planètes et des étoiles. Nous savons aussi, maintenant, par cette découverte, que le temps est plein de vide. Le temps a une densité. Le temps, c'est comme la masse, comme l'espace a une densité. C'est-à-dire que vous pouvez le contracter ou le dilater, tout comme vous pouvez contracter un espace ou dilater une masse. Si vous prenez par exemple un cosmonaute qui s'en va dans une fusée, avec l'accélération, il pèse 1 tonne. De même que si vous rentrez à toute vitesse dans un arbre, en voiture, vous avez une décélération tellement grande que vous pesez aussi presque 1 tonne. Cela veut donc dire que vous arrivez à contracter ou à dilater une masse. De même, vous pouvez contracter et dilater le temps. Voilà la grande révolution, si on peut dire, de cette découverte. Cette découverte était connue autrefois. Elle s'appelle maintenant la théorie du dédoublement. Autrefois, ça s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Ça se rejoint. Nous avons, avec mon ami Philippe, fait justement des recherches à ce propos pour nous apercevoir que les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs avaient connaissance de cette loi de dédoublement. Alors pourquoi dédoublement? En fait, il s'agit de dédoublement de l'espace et du temps. Imaginez donc que vous puissiez avoir des temps différents, à savoir que vous puissiez accélérer le temps. À ce moment-là, vous allez pouvoir vivre une expérience en accéléré qui pourrait être un futur de votre expérience présente. Si cette expérience se situe dans un petit instant entre deux temps observables, c'est-à-dire si vous bénéficiez d'un vide dans le temps pour vous plonger dans ce vide et aller faire une expérience en accéléré, vous allez bénéficier d'un futur immédiat. Donc l'accélération du temps pourrait permettre de se créer un futur absolument pas observable, imperceptible, donc qui ne serait que potentiel. Donc nous partirions dans ce que nous appellerions des ouvertures temporelles pour voyager dans le temps et revenir avec la connaissance d'un futur. Vous imaginez l'intérêt d'une telle expérience? Notre vie n'est faite que d'agressions et de temps de réponse. Nous devons, à chaque instant, trouver la solution à des milliers de problèmes. Notre corps est fait pour trouver des milliers de solutions à des milliers de problèmes instantanés. En bénéficiant d'une accélération du temps dans des ouvertures temporelles, nous pouvons aller chercher les solutions à nos problèmes et les mettre dans notre présent immédiatement. À ce moment-là, cela signifierait que nous vivons en actualisant des futurs potentiels. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces futurs potentiels? La mécanique de l'infiniment-petit, qu'on appelle mécanique quantique, permet de voir ce que peut être un futur potentiel. En effet, tout dans l'espace n'est que, l'infiniment-petit n'est que particules en perpétuelle agitation. Le repos n'existe pas.
S'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de présent. Il n'y a que des futurs possibles. Il est absolument impossible dans une agitation de trouver le moindre présent. Tout n'est que potentiel. Or, il se trouve que si nous effectuons des mesures, nous obtenons bien quelque chose de figé. Nous obtenons des mesures précises. Nous voyons sur nos appareils des quantités bien remarquables. Cela signifie que l'observateur, le technicien, celui qui expérimente, fige un futur dans son présent. Nous savons aussi que si nous prenons deux opérateurs ou deux observateurs, ils vont figer deux présents différents. À savoir qu'une même particule pourrait avoir deux présents différents. Vous voyez donc que la notion de futur potentiel est très intéressante dans l'infiniment petit. Pourquoi ne serait-elle pas intéressante dans notre quotidien, puisque nous sommes faits de particules et nous sommes dans un environnement tel que tout n'est que des grosses particules qui nous entourent dans des horizons infinis, qui eux-mêmes peuvent être considérés comme particules dans des horizons encore plus grands. Vous voyez que la notion de temps et d'accélération possible entre temps différents nous conduit à envisager notre vie sous une autre forme, à savoir que nous serions des machines à actualiser des futurs potentiels. Ces futurs potentiels seraient de notre création dans des ouvertures temporelles. C'est-à-dire, dans notre présent, nous serions en train de fabriquer des futurs potentiels qui nous permettraient, dans le futur, de survivre. Alors, si cette loi est établie, or elle est établie, il faut considérer maintenant la réciproque, à savoir si nous sommes capables d'aller dans des ouvertures temporelles pour fabriquer un futur potentiel, nous devons considérer que notre temps de vie présent est un temps accéléré dans l'ouverture temporelle d'un temps ralenti. À ce moment-là, nous serions, nous, en train de fabriquer un futur potentiel d'un autre nous qui serait dans un temps ralenti. Alors ce temps ralenti, évidemment, ça pose des questions, à savoir, est-ce qu'avant de naître, nous ne serions pas cet autre nous? Est-ce qu'après notre mort, nous ne rencontrerions pas cet autre nous? Est-ce qu'avant de naître, nous ne serions pas cet autre nous? Est-ce qu'après notre mort, nous ne rencontrerions pas cet autre nous?